Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Casabule, votre émission de bande dessinée, comics et manga en tout genre, toujours enregistrée à la librairie L'Octopus à Épinal et toujours en compagnie du maître des lieux, Frédéric Kilfiger. Salut Fred. Salut Vincent. Alors Fred, encore une sélection très éclectique ce mois-ci. On commence tout de suite avec Billy Lavigne d'Anthony Pastor aux éditions Casterman. Une bande dessinée entre désir de liberté et quête des origines, un western tragique et dangereux, comme les grands espaces américains. Alors oui, moi ce que j'aime avec Anthony Pastor, c'est qu'il utilise la BD de genre, Ouais, donc dans ce cas-ci le western, ouais parce qu'on l'avait déjà chroniqué pour La Femme à l'étoile. qui est un western complètement indépendant. Hein. Billy Lavigne, Oui. ce n'est pas une suite, il n'y a aucun personnage en commun, mais il reprend la figure du western pour faire des récits psychologiques. Ouais. Et voilà, c'est ce décalage que je trouve très intéressant et très pertinent. Billy Lavigne, en fait, ça commence... Billy est un cow-boy prometteur, Oui. Il a tout pour lui, mais sa mère vient de mourir. Ouais. Sa mère était une prostituée. Et dans son entourage proche, ses deux employeurs, les deux patriarches, il y a le capitaine et le colonel. Ouais, Il ne sait pas lequel des deux est son père, il ne sait même pas si l'un des deux est son père. ouais. Mais eux l'ont gardé sous leur coupe depuis sa tendre enfance et ont d'énormes attentes envers lui. Ils le voient comme le repreneur du ranch, comme un cow-boy très doué. Oui. Et la mort de sa mère, noyée, va le faire complètement basculer. Ouais, parce que là-dedans, on ne sait pas si c'est un meurtre, un suicide, un accident, Accident, tout voilà. ça. Et il décide d'exploser ses chaînes. Et ces chaînes, en fait, c'est l'aplomb, le pouvoir qu'exercent ces deux patriarches Ouais, sur lui, qui ont toujours tout décidé à sa place. Et il se rend bien compte qu'ils n'ont pas eu une attitude correcte avec sa mère, et la rancœur ressort. Et voilà, ça démarre comme ça, et ça continue comme ça tout le Oui. long de l'album. C'est un album extrêmement nerveux, resserré, Oui. moins ample que La Femme à l'étoile, beaucoup plus punchy. oui. Et qui, par contre, n'épargne pas non plus le lecteur. Alors, il n'épargne pas ses personnages Non, parce ça, c'est que clair. c'est vraiment un récit dur, mais il n'épargne pas le lecteur, surtout les lecteurs de western qui sont majoritairement, il faut le reconnaître, des hommes d'un certain âge. Oui, Et qui, là, en fait, tout bêtement, c'est une interrogation sur la masculinité. oui. Ah bah là, il se sert du western pour dégommer le masculinisme à outrance américain du cow-boy, en fait. C'est ça. Ça, c'est très paradoxal, c'est très très fort de la part de Pastor. Parce que, en même temps que cette remise en question, il y a tous les clichés du western. Ouais, Ça se passe au Texas, c'est les grands espaces, c'est les canyons, c'est les messas, et c'est ça qui est intéressant aussi, graphiquement, Pastor a encore passé une gamme. ah oui, clairement. Parce que La Femme à l'étoile était quasi monochrome en bleu, parce Ouais. que ça se passait l'hiver, dans la neige, dans le Montana. Là, c'est les grands espaces ouverts, c'est les ciels orageux, c'est l'ocre des massifs rocheux. Oui. Et waouh, visuellement, ça tabasse aussi fort que le scénar tabasse. Ouais. Et c'est ça qui est Et fort. dans le dessin, en plus, là, ces œuvres fourmillent de références, de messages aussi par le dessin et pas que par le texte. Puis alors, il a un sens de la mise en scène aussi par rapport à toutes ces cases et la façon dont il construit ses albums qui sont assez hallucinants. Et puis, il y a quand même énormément de symboles aussi dans son dessin et dans son texte et dans sa Et scénarisation. il utilise aussi dans sa narration la musique. Oui. Et ça, avec une chanson qui revient de façon lancinante, Billy ouvre les yeux. Et donc voilà, il y a vraiment beaucoup de symboles, comme tu le dis, de sous-textes dans ce récit, qui n'oublie pas pour autant d'être un pur western, avec les clichés qu'on attend, les cavalcades, l'incendie des ranchs, ce genre de choses. Et waouh, c'est vraiment un album qui remet en question le genre tout en le continuant, Ouais. qui amène vraiment quelque chose de plus à ce récit codifié, à ce genre codifié qu'est le western. Ouais, et il y a vraiment un message très féministe dans cet album qui démontre complètement le masculinisme, comme tu le disais. Et puis alors, son dessin, mélange d'acrylique, d'aquarelle, fait presque penser à de l'impressionnisme, à la Van Gogh, comme ça. Notamment sur les ciels. Hein. Ouais, c'est vraiment, vraiment chouette. C'est un travail de titan qu'il a réalisé, Anthony Pastor, au service de cette histoire vraiment bien sombre, comme ça. On vous invite vraiment à lire cette histoire. Une BD féministe à la croisée des chemins entre violence et espoir, entre western et roman noir. Ça s'appelle donc Billy Lavigne aux éditions Casterman et c'est de Anthony Pastor.
Alors là, on passe à autre chose. Tu voulais nous parler d'un premier volume qui se terminera en 2. Ça s'appelle Rue de la Grande Truanderie, volume 1 sur 2, une enfance au familistère, aux éditions Grand Angle, de Jean-David Morvan, qu'on connaissait bien sûr. Pour Madeleine Résistante, entre autres, et de Romain Rousseau-Perrin. Alors là, il va falloir fournir l'équivalent de la richesse à la classe ouvrière. Elle voulait une utopie durable, mais alors, c'est compliqué. C'est une espèce d'Uchronie, mais pas tout à fait. Ouais. Le familistère de Guise, c'est un bâtiment qui a vraiment existé, avec un industriel, Godin, celui qui fait les poêles à bois, notamment, et qui, lui, avait une idée un peu paternaliste de mieux traiter ses ouvriers. Et donc, qui a construit un bâtiment géant, pas très loin d'Amiens, à Guise, où toutes les familles des ouvriers vivaient ensemble. Il y avait une espèce de sécurité sociale avant l'heure, il embauchait des médecins, il y avait des bibliothèques. Enfin, c'était vraiment une ville dans la ville. Une ville dans la ville. Et là, Jean-David Morvan utilise cette idée de familistère en rajoutant un personnage fictif, une jeune femme recueillie par Godin, qui, en grandissant, va devenir une malfrat. Et va réutiliser les idées de son père adoptif pour essayer de faire un familistère de truands. C'est ça. Donc c'est un mélange entre polar, chronique sociale, parce que vraiment c'est quand même le cœur du truc. Son idée à elle, c'est la misère existe, on oblige les gens miséreux à commettre des actes répréhensibles par la loi pour essayer de survivre. Si on les prend en charge à un petit niveau, ce sera moins violent. Et donc, il y aura plus d'entente avec la loi et tout ça. Donc, c'est une espèce de réflexion de justice sociale, tout bêtement. Et voilà, ça, c'est vraiment... De lutte des classes aussi. De lutte des classes, complètement. Complètement, hein, on est là-dessus. On est là-dessus, et il y a ce côté polar qui ramène un peu de punch, de rythme, de suspense. Et moi, je trouve ça très malin d'utiliser... Alors, le familistère de Guise, c'est pas ultra connu, mais ça fait quand même partie de l'histoire de France. Exactement, et d'utiliser ça pour développer une autre idée, voilà, moi je trouve ça brillant. Et en plus, Romain Rousseau-Perrin, c'est son premier album. Et pour un premier album, ça dépote pas mal. Ah, ça dépote pas mal. Au niveau du dessin, là, il est quand même assez fort. Et ça correspond totalement à ce que peut écrire Jean-David Morvan. On est plongé dans cette atmosphère, vraiment, de la rue de la Grande Truanderie. Hein. On est vraiment là-dedans. Ça se passe à Paris. Bon, Romain a une formation d'architecte. Donc, on va dire que dessiner des bâtiments, aucun souci. C'est ça. Donc là, vous avez toutes les fenêtres là où il faut. Vous avez un réalisme dans le décor qui est franchement très, très, très fort. Mais il se débrouille également très bien sur les visages, parce que beaucoup d'émotions passent à travers les personnages. Et non, pour un premier album, c'est très réussi. Et puis ça nous laisse sur une fin de ce premier album qui nous donne vraiment envie de lire le second. On vous laissera découvrir. Ça s'appelle donc Rue de la Grande Truanderie. Là, c'est le volume 1, Une enfance au familistère, aux éditions Grand Angle, de Jean-David Morvan et de Romain Rousseau-Perrin. Alors... de Paris sombre comme ça, de la Grande Truanderie, à une sombritude aussi, on passe à Kundan, tome 1 sur 3, ce sera en 3 tomes, Le Temps du sang aux éditions Glénat, de Luana Vergari et d'Emmanuel Civilo. Là, on passe à Londres, des meurtres sanglants inquiètent la population, tandis qu'en Inde, de l'autre côté, une rébellion menace l'Empire britannique. Et au milieu de tout ça, un vampire. C'est ça. Voilà. En gros, voilà le résumé, c'est du vampirisme victorien, avec ce petit twist, ce petit truc en plus de la partie indienne. Et c'est ça qui fait tout le sel du récit, parce que ce vampire, il arrive à Londres, il se fait sa place à Scotland Yard en magouillant 2-3 trucs. Évidemment, il y a des échos avec les meurtres de Jack l'Éventreur. Mais ce qu'il a fait en Inde avant de partir à Londres a des conséquences qui vont avoir des conséquences sur Londres. Enfin voilà, c'est vraiment un tome de mise en place vraiment bien fichu, parce que il y a vraiment ces échos entre la situation politique en Inde et les échos politiques en Angleterre, et l'espèce de va-et-vient avec le colonialisme aussi, parce que ce vampire indien, lui, s'il va à Londres, c'est pour détruire ceux qui ont colonisé son peuple. Et on revient sur le thème de la lutte des classes, et alors il y a du fantastique, il y a du gore, il y a des scènes sanglantes, comme dans tout. C'est du vampirisme. Voilà, ça reste un récit de vampire, complètement. Mais un peu plus subtil comme ça, avec 2-3 petits trucs saupoudrés à droite à gauche,
qui marche très bien. Et puis le dessin de Siviello. Voilà. Le dessin de Siviello, une véritable prouesse, réalisée en couleur directe, son dessin. Il déploie vraiment un style à la fois réaliste et méticuleux qui donne une ampleur satisfaisante au récit. Depuis La Graine de folie, on sait quel peintre, c'est vraiment de la peinture. Ouais, c'est vraiment de la peinture. Quel peintre exceptionnel Siviello est. Alors, je trouve qu'il a quand même allégé son dessin parce qu'à une époque, il y en avait dans tous les coins et c'était peut-être un peu moins lisible. Donc là, il se concentre vraiment sur les ambiances, les personnages. Alors évidemment, il y a quand même... Le découpage est plus facile. Aéré. Plus aéré. Et il y a quand même le décorum du Londres victorien qui est quand même... c'est une BD qui vaut le coup d'œil et qui vaut le plaisir de lecture assez certain. Ouais, et puis à l'époque où Nosferatu va ressortir là au cinéma dans une autre... itération. Une itération, exactement. Là, Glénat nous sort vraiment un mythe du vampire totalement différent, dont on n'avait pas l'habitude. C'est vraiment, je trouve, rafraîchissant pour ceux qui aiment les vampires, avec une atmosphère quand même, comme tu le disais, oppressante et prometteuse, mais avec une intrigue quand même assez complexe qui se dessine en arrière-plan, laissant augurer une suite où l'hémoglobine et la tragédie seront au rendez-vous pour les amateurs du genre. D'autant plus que le tome 2 arrive à la rentrée, peut-être même fin juin, on aura très rapidement la conclusion de l'histoire. Voilà, donc ça s'appelle Kundan, c'est aux éditions Glénat, c'est de Luana Vergari et d'Emmanuel Siviello. Alors là, on passe à quelque chose de très profond que tu m'as fait découvrir avec un album à l'italienne, un petit peu comme ça, L'Abîme de l'oubli aux éditions Delcourt, de Paco Roca et de Rodrigo Terraza, qui est journaliste lui. Ça raconte l'histoire de près de 85 ans après la fin de la guerre de 1936, la quête d'une fille pour offrir une sépulture digne à son père, victime du régime franquiste en Espagne. Alors oui, là on est vraiment sur de la BD documentaire actuelle. Cette vieille femme, parce qu'elle a 80 ans, a toujours su où était enterré son père. Oui. Parce que son père a été fusillé, mais pas pendant la guerre, après-guerre. Ouais. Il a été dénoncé par des voisins et le régime franquiste a opéré d'énormes purges. Exactement. Et a assassiné environ 60 à 80 000 personnes, plutôt des républicains. Oui. Donc c'était en fosse commune, sans pouvoir identifier. Et la démocratie espagnole s'est fondée sur l'oubli de ça, finalement. Surtout, on remue pas le passé et pas de vague. Voilà, c'était le mot d'ordre. Et même peu importe le gouvernement en place en Espagne, ça a toujours été très compliqué de réouvrir les blessures du passé. Ouais. Et Paco Roca donc va mettre en image cette enquête pour suivre cette vieille femme qui cherche les traces de son père, qui fait sur ses fonds propres, alors avec une subvention du gouvernement espagnol, mais qui s'est arrêtée après parce que le nouveau Premier ministre n'était pas d'accord avec ça. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'actualité en fait dans ce récit. Elle va faire appel à une équipe d'archéologues qui vont creuser la fosse, essayer de remonter un maximum de corps, et on va découvrir qu'en fait, dans ce cimetière bien particulier, le fossoyeur essayait un maximum d'aider les familles des fusillés en identifiant, en prenant des notes, en essayant de garder des mèches de cheveux, par exemple. Et donc c'est un récit à la fois dans le passé, mais à la fois très actuel, puisqu'on a les descendants. C'est un documentaire parce que... Voilà, Rodrigo Terraza, qui est journaliste, il a fait une recherche historique ultra rigoureuse pour ne pas se tromper sur ce récit-là. Ouais. Et donc c'est un récit sur le devoir de mémoire et en même temps sur... les conséquences de la guerre d'Espagne, parce que tout le monde idéalise un petit peu, c'était romantique, ils se sont battus contre le fascisme, mais ils ont perdu malheureusement. Mais même la guerre finie, ça a continué. Paco Roca essaie de faire sortir un maximum de personnes de cet abîme que les Espagnols ont creusé eux-mêmes. Ouais. En plus, avec une ligne claire. Alors, Paco Roca, c'est un excellent dessinateur. Il a fait des albums très très forts. Ouais. Et là, je trouve qu'il a vraiment atteint un summum dans son dessin. Ah, c'est très sobre et très évocateur en même temps. Très sobre et en même temps toute l'émotion, la peine, le courage, parce que évidemment cette vieille femme, elle n'est pas seule dans ce cas. Donc il y a toute une enquête, des interviews avec les descendants du fossoyeur par exemple. Oui. C'est un album extrêmement riche, extrêmement touchant. Alors c'est pas extrêmement prenant. Ouais, c'est lourd. Hein. Ouais, c'est lourd. Hein. C'est lourd, mais c'est un album vraiment fort. Ouais, vraiment très fort. J'ai envie de te dire cette phrase de Jorge Santayana qui a été rendue célèbre par Winston Churchill. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Et je crois que c'est ça qu'ils ont voulu montrer aussi à travers cet album, ces deux auteurs-là. Ah, il ne faut pas revivre cette histoire-là.
C'est vraiment un album qui m'a laissé sans voix à la fin, qui laisse réfléchir et dont on ferait bien de s'inspirer pour d'autres histoires à travers l'Europe. Bien plus qu'un hommage, l'Abîme de l'oubli est un cri, une quête d'humanité et un appel à ne jamais oublier ceux qui ont tenté d'effacer l'histoire, une œuvre bouleversante vraiment et nécessaire qui laissera une trace profonde dans votre mémoire. On vous le conseille, ça s'appelle donc L'Abîme de l'oubli aux éditions Delcourt, c'est de Paco Roca et de Rodrigo Terrassa. Alors on va passer à quelque chose d'un peu plus léger, quoique tu voulais nous présenter Yann aux éditions d'Argo, collection combo de Camille Broutin. Camille Broutin qui explore les territoires du manfra, le manga à la française qui est en plein essor. Là le pitch c'est la vie à l'internat est tendue, une catastrophe survient et tout bascule, un groupe d'adolescents isolés est livré à lui-même dans le chaos, le chacun pour soi s'impose, mais pas pour toutes. C'est un internat de jeunes filles. Ouais. De temps en temps, il y a un phénomène. Des espèces de boules tombent du ciel. Et quand il se passe ça, il faut tous se mettre à l'abri, tous fuir, parce que ces boules, en fait, et je ne veux pas trop en dire parce qu'on découvre le fonctionnement de ces boules dans le tome 1, peuvent être très dangereuses. Oui. Là, le problème, c'est que le phénomène arrive pendant une récréation sur cet internat, et certaines jeunes femmes ne peuvent pas s'évader de l'internat. Donc elles vont devoir rester cloîtrées dans cet internat. Et c'est un huis clos. C'est un huis clos, mais assez à grande échelle. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages, et c'est des ados. Et c'est des jeunes femmes qui ne sont pas forcément très sympathiques. Non. Non, parce qu'on a toujours les figures des jeunes femmes qui sont, entre guillemets, populaires, mais qui écrasent les autres, tout ça. Ouais. Et l'héroïne, entre guillemets, elle, les autres, c'est pas son truc. Ouais. Hein. Elle a vraiment elle est purement individualiste, mais elle a besoin des autres pour survivre. Et elle réfléchit assez à long terme. Donc, elle fait des petits trucs en douce ou pas, histoire d'essayer de survivre. En fait, voilà, c'est un récit à la fois très post-apocalyptique, à la fois très chronique adolescente, parce que ça reste des ados avec, des fois, leurs idées un peu à côté de la plaque. Oui. Ça reste un récit de chronique sociale, avec cette espèce de hiérarchie, de cette espèce de mini-société. Qui sont élus pour superviser les élèves. Et... Tout ça mélangé, en fait, j'ai eu l'impression de lire un manga japonais. Oui. Parce que déjà, c'est dans le sens de lecture japonaise. Ouais. Le dessin est pas inspiré par la franco-belge. On est vraiment dans du manga pur et dur, mais avec un rythme assez lent. C'est une ambiance pesante. Oui. À la fois très intrigante. Oui. Voilà. Et c'est prévu en 4 tomes, et ce tome 1, waouh, j'ai qu'une envie, c'est de lire les suivants. Oui. Il y a vraiment un côté haletant à la lecture. Ça sort de l'ordinaire de ce qu'on voit en manga français d'habitude, où généralement on prend du gros shonen avec un héros qui va lutter contre tout l'univers. Non, là c'est plus resserré. Il y a du fantastique, mais... Il y a du psychologique. Il y a du psychologique, c'est très psychologique. C'est très très psychologique, c'est vraiment ça qui est intéressant dans ce manga, parce que ça change totalement du scénario de certains mangas qu'on peut voir. Et puis comme tu le disais, le dessin assez classique japonais finalement, expressivité, jeu de regard, découpage à droit des séquences, on retrouve tous les codes du manga nippon. Ouais, c'est ça. Donc c'est une belle réussite là de Camille Broutin. On referme vraiment ce premier tome avec une grosse envie de continuer à vite à lire l'aventure de ces jeunes filles et d'explorer davantage le label Combo de Dargo, qui est un beau label manga de chez Dargo. Donc ça s'appelle Yon, c'est aux éditions Dargo Combo, c'est de Camille Broutin. Alors d'un manga à un autre, là tu voulais nous parler d'une trilogie. 2 albums sont déjà parus, ça s'appelle Tokyo ces jours-ci aux éditions Kana de Taiyo Matsumoto. Après 30 années passées dans l'édition du manga, Shiozawa démissionne sans raccrocher complètement une errance nostalgique. C'est un éditeur qui en a marre d'éditer. Voilà. Et qui va à la rencontre de ses anciens mangaka. Et Matsumoto, c'est un mangaka qui a vraiment une patte à lui. Ouais. Il fait toujours des récits assez incroyables. Enfin, moi, je sais pas, ça résonne en moi. Quand il fait Amer Béton, où on suit 2 gamins perdus dans une ville tentaculaire. Quand il fait Sunny, où il s'inspire de son histoire personnelle pour raconter l'histoire de gamins dans un orphelinat. Il y a toujours des grosses mises en introspection de sa part dans ces mangas. C'est extrêmement psychologique, c'est jamais des scènes d'action, c'est vraiment toujours très posé. Dans Tokyo ces jours-ci, il raconte tout bêtement l'amour du manga, l'amour de la bande dessinée. Et
C'est l'industrie qui est devenue le manga aussi, voilà, qui oppresse finalement les dessinateurs, les mangakas, vraiment, voilà. Les éditeurs sont là-dedans. Les éditeurs, là on suit le tanto, celui qui gère vraiment au quotidien la parution d'un manga et qui suit un auteur généralement pendant toute sa carrière. C'est vraiment un rôle très très important au Japon. Et donc là, ce tanto qui décide de démissionner, personne ne comprend, ses collègues... on va essayer de prendre ta suite. Du coup, ces mangaka qui géraient avant vont devoir être avec d'autres tantos. Ça va pas forcément bien se passer. Lui maintenant qu'il est libéré de la pression éditoriale de ses chefs, il va pouvoir dire ce qu'il entend vraiment à ses mangakas, ses anciens mangakas, en leur disant écoute, ça fait quand même des années que j'ai plus la petite étincelle que je ressentais à la lecture de tes premiers mangas. Après, il essaye de rester en dehors de ça. Et il se dit, je vais même vendre toute ma collection de mangas. Et il décide d'aller voir des anciens mangaka plutôt oubliés, plutôt perdus, qui ont abandonné le métier, et de leur redonner le goût de faire du manga qui leur plaît, et pas du manga qui plaît à l'éditeur. C'est ça. Et c'est ça la nuance. Et en fait, voilà, tout bêtement, c'est un récit introspectif sur qu'est-ce qu'on décide de faire de sa vie. Est-ce qu'on a vraiment envie, si on a une passion, de mettre cette passion pour un groupe qui, au final, n'en a pas grand-chose à faire ou est-ce qu'on va essayer de le faire de façon plus restreinte, sans beaucoup de moyens ? Et voilà. Et c'est très psychologique. C'est un regard très critique et autocritique aussi sur le monde de l'édition du manga au Japon. C'est un peu acide, ça pique un peu. Ah oui, ça pique un peu. Il y a aussi de la mélancolie. Il raccroche toujours un peu son sujet à celui de l'enfance, c'est aussi sa patte. C'est sa patte. Et moi, Matsumoto, pour le coup, a un dessin assez proche de la franco-belge. Parce que c'est quelqu'un qui a lu beaucoup de BD tradis en import. Et voilà, il a vraiment une voix particulière au Japon et je voulais mettre en avant sa dernière série. Avec un dessin très organique comme ça, qui joue avec les textures et même la météo pour exprimer l'émotion de ses personnages. C'est très malin aussi, c'est très psychologique, une réflexion de fond sur le monde de l'édition, le métier d'éditeur, mais aussi celui de mangaka, une réflexion sur la vie aussi en général et sur les remises en question que peuvent amener l'âge au fur et à mesure de notre vie. Donc ça s'appelle Tokyo ces jours-ci, ce sera en 3 tomes aux éditions Kana et c'est de Taiyo Matsumoto. Alors là, tu voulais nous représenter une petite suite et fin finalement de cette série en 5 tomes, Gagner la guerre, là le tome 5 Retour en grâce aux éditions Le Lombard de Frédéric Genet, adapté bien sûr de la nouvelle Mauvaise donne de Jean-Philippe Jaworski. La nouvelle est le roman qui fait suite à la nouvelle qui s'appelle Gagner la guerre. Ouais. Alors oui, je voulais revenir dessus parce que c'est un travail de longue haleine, le tome 1 a déjà 7 ans. C'est de la fantaisie, mais c'est de la fantaisie un peu différemment. Parce que Jean-Philippe Jaworski, c'est pour moi le meilleur auteur francophone de fantaisie à l'heure actuelle. Et avec Gagner la guerre, il a fait un chef-d'œuvre incroyable. Incroyable. Il y a une qualité d'écriture vraiment surprenante. Mais... Parlons BD, Genet décide d'adapter cet énorme roman qui fait 800 pages et la nouvelle qui le précède qui fait 50 pages et il fait ça en 5 tomes. Comment réussir à condenser sans perdre toute la richesse du roman ? C'est toute l'ambition de cette série. Et ma foi, je trouve qu'il a quand même vachement bien réussi. Oui, c'est clair. Parce que, alors, je reviens sur le sujet. Tout bêtement, on suit un assassin, Benvenuto Gesufel. Mais quand je dis un assassin, c'est son métier. Il fait partie de la guilde des assassins. Les gens l'embauchent pour tuer des gens. Et il n'a aucun problème avec ça. Benvenuto, c'est l'anti-héros par excellence. Mais il a la gouaille. Et dans le roman, c'est lui qui raconte. Donc, il arrive à berner son lecteur avec, en se donnant le beau rôle. Hein. Il a vraiment une faconde, on s'y attache, alors que c'est vraiment un enfoiré de première. Et je dirais même plus qu'un enfoiré. Encore, hein. Non, c'est vraiment un sale type. Mais on s'y attache en fait. Mais on s'y attache, malheureusement. Et c'est là où Jaworski vraiment arrive à capter le lecteur, c'est « Ok, tu l'aimes bien, mais je vais t'en mettre plein le nez quand même, parce que t'aimes bien un sale type. » Et Genet arrive à rendre ça. Alors évidemment, il n'y a pas tant de monologues que ça, parce que la bande dessinée s'y prête assez peu. Mais je trouve que Genet a très bien joué son coup, parce que on a les espèces de mimiques, les rictus de Benvenuto, qui sont souvent assez moqueurs. Alors, est-ce qu'il se moque du lecteur ? Comme il le fait dans le roman. C'est ça. Voilà, il y a vraiment un jeu sur la caricature aussi, parce que Benvenuto, évidemment, de par son métier, en prend plein le nez aussi.
et il ne va pas rester intact, et donc sa morphologie va évoluer au fur et à mesure. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir le parcours, j'allais dire du héros, non, le parcours de l'anti-héros. De l'anti-héros. Voilà, ce cheminement vers quoi je laisse au lecteur le plaisir de découvrir ça, parce que ça reste un immense plaisir de lecture, avec le dessin de Jeunet ultra réaliste, mais vraiment très dynamique. Avec un découpage ultra dynamique, cinématographique comme on l'aime, enfin voilà, ça se déroule, on est vraiment en plein dedans. C'est de la pure bande dessinée, divertissement, maligne, profonde, bien écrite, bien dessinée, franchement allez-y quoi, 5 tomes c'est cadeau. Usant efficacement de l'ombre et de la lumière pour instiller les ambiances, le duo nous émerge vraiment au mieux dans cet univers-là qu'on n'a pas vraiment envie de quitter. On se dit mince, le tome 5 c'est le dernier. Non mais il y a une suite en roman. Il y a une suite en roman, on verra ça. Donc si vous aimez les univers médiévaux avec alliance, complot, manigance et autres retournements de situation, vous allez adorer cette série, on vous la conseille. Une conclusion à la hauteur qui nous donne envie de vraiment relire l'intégrale. Ça s'appelle donc Gagner la guerre. Là, le tome 5 vient de sortir, Retour en grâce, aux éditions Le Lombard, de Frédéric Jeunet, avec les couleurs d'Hugo Pouplin. Allez, on passe à la jeunesse pour terminer. Tu voulais nous présenter Lina et le secret de la passerelle, aux éditions de La Gouttière, de Julien Fray et de Mathilde Demecq. C'est l'histoire d'une petite fille parisienne et fille de divorcée, mais qui vit à deux époques, avec un papa en 1910 et avec une maman aujourd'hui. Alors, comment c'est possible ? Ses parents ont trouvé une espèce de passage temporel dans Paris. Et ils sont tombés amoureux, mais le problème c'est que la mère, connaissant le futur, ne voulait absolument pas que sa fille grandisse dans le Paris de 1910, c'est plus dangereux, il n'y a pas le système de santé, mais... on sait ce qui s'est passé à Paris en 1910, il y a une petite inondation. Oui, c'est ça. Ça va d'ailleurs être le cœur de l'album. Mais elle ne veut pas priver l'homme qu'elle a aimé de sa fille. Donc ils font une garde. C'est ça, une garde partagée. 3 jours dans le passé, 4 jours dans le futur, enfin non, dans le présent, mais c'est le futur du papa, qui ne doit pas connaître le futur, puisque ce serait quand même gâcher sa vie. Mais là, le papa a décidé d'ouvrir une librairie. Mais comme tu le disais, on est en 1910, et la librairie est dans un local qui va être inondé. Sa fille le sait, et elle veut absolument le prévenir, mais sans vraiment le faire, parce que il y a des règles. Oui. Il ne faut pas dire ce qui va se passer. Comme tout voyage dans le temps, si on change la règle, ça fout le bazar normalement. Ça met le bazar. Et donc je passe les petites aventures, arrivent évidemment des truands qui se rendent bien compte que cette gamine, elle sait des trucs qu'elle ne devrait pas savoir. Et qui vont essayer de mettre la main sur elle. Et voilà. Et puis dans le présent, elle a un copain qui est bien curieux aussi. C'est bien curieux de ce que... t'es habillé bizarrement aujourd'hui. Mais elle a besoin d'aide. Enfin, voilà. Donc, beaucoup de rebondissements dans cette série jeunesse. Beaucoup d'allant, beaucoup de rythme. Ça va 100 à l'heure. Les flashbacks... Enfin non, c'est pas vraiment des flashbacks parce qu'elle vit vraiment aussi dans le passé. Enfin voilà, il y a vraiment un jeu sur le récit, sur la narration. C'est fun à lire. C'est porté par le super dessin expressif de Mathilde Demecq, moi j'adore, c'est rond, c'est mignon, c'est pas cucu. Il y a une tendresse, il y a une énergie hyper communicative dans son dessin, il est doux, il est pétillant, comme tu dis, waouh. Ouais, c'est vraiment un petit bonbon. Oui, c'est ça. C'est chouette comme tout. C'est un tome 1, mais on a une histoire complète. Ouais. Est-ce qu'on la reverra ? J'espère. Un one-shot qui donne bien envie que cette série vraiment continue. Ça s'appelle donc Lina et le secret de la passerelle. C'est aux éditions de La Gouttière et c'est de Julien Fray et Mathilde Demecq avec des couleurs de David aussi, qui est toujours là dans nos livres jeunesse. Voilà, on a terminé cette sélection pour ce mois-ci. Encore Fred, merci. Encore une superbe sélection. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle comme d'habitude que cette émission est toujours disponible en podcast sur le site de Vosges Télévisions à la rubrique Culture et que vous pouvez retrouver toutes ces chroniques de façon indépendante sur notre chaîne YouTube Petit Casabule. N'hésitez pas à vous abonner. Il est maintenant temps d'éteindre votre télévision et de lire de la bande dessinée. Salut à tous et au mois prochain.